Deuxième partie. Privatisation de l'enseignement. Une école émancipatrice à propos des cours sur la dynastie. Mars 2006. Camarades, le 31 janvier, lors de la journée de formation de la régionale, il a été rappelé que le principe de neutralité vaut partout dans l'enseignement public. On n'a peut-être pas suffisamment insisté sur le fait que ce principe n'est pas seulement applicable en matière de conviction philosophique, mais aussi politique. Or, qu'observons-nous? La deuxième semaine de novembre de chaque année, c'est un véritable bourrage de crâne auquel on assiste dans l'enseignement primaire à l'occasion de la fête de la dynastie. Les élèves sont en effet soumis à de la propagande pure et simple. Les revues des éditions catholiques d'Averboet sont fréquemment utilisées dans les écoles communales et de la communauté. Qui lit-on? En voici un court échantillon. Roi, prince ou simplement noble, tous étaient surnommés au Moyen-Âge rois fainéants. Ils ne s'intéressaient qu'au jeu et à la chasse. Ils étaient très fiers de ne savoir ni écrire ni lire. Ça a bien changé. Être prince est un vrai métier auquel il faut se préparer. Le prince Philippe a suivi les cours de l'école royale militaire, il a son brevet de commando, il est pilote d'avion, il étudie dans différentes universités étrangères et il parle couramment plusieurs langues. Autre extrait. En 1831, notre pays a reçu un nouveau chef, le roi. Autre extrait. Baudouin fait de la Belgique un pays moderne et prospère. C'est toute une vision de la société que l'on impose aux enfants. Dans un autre registre, mais tout se tient, jadis, je cite, quand elles trouvaient un mari travailleur, les filles étaient contentes et trouvaient normal de s'occuper seules de leurs enfants, pendant que l'homme était au boulot. Aujourd'hui, les choses ont changé. De nos jours, les femmes travaillent autant que les hommes. C'est pour ça qu'elles attendent de leur mari ou compagnon qu'ils soient gentils, affectionnés avec leurs enfants, mais aussi qu'ils leur laissent une certaine indépendance. Ouf, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ne serait-il pas temps de demander la suppression des cours d'histoire obligatoires sur la dynastie qui charrie une vision paternaliste et mensongère de la réalité des rapports de classe? N'est-il pas temps d'interdire, sauf pour les critiquer, les publications d'Averboet dans l'enseignement public? Le rôle de l'école n'est-il pas d'émanciper les consciences? Nous sommes tous d'accord. Alors pourquoi n'agissons-nous pas pour défendre les valeurs auxquelles nous sommes attachés? Un cours d'information sur la monarchie en tant qu'institution politique en Belgique, oui. Un cours de propagande sur les exploits d'une famille de la haute bourgeoisie laquenoise, non. J'ai dit camarades. Les méthodes capitalistes à l'assaut de l'enseignement. Mars 2006. Camarades, les principes de l'économie ultralibérale et paradoxalement de la gestion bureaucratique douce gagnent chaque jour du terrain dans le secteur privé, mais aussi dans le secteur public. Les méthodes pratiquées dans l'un sont transposées dans l'autre. Le 2 février, la régionale a rappelé son opposition à la mise en œuvre des directives européennes dans l'enseignement supérieur, ce qu'on appelle le processus de Bologne, qui vise à soumettre la formation des citoyens aux lois du marché. Par la même occasion, la régionale a condamné la mise en place, voici 1 an et demi, des commissions d'évaluation de la qualité, et à partir de juin, dans plusieurs établissements d'enseignement supérieur, d'audits internes et externes. Ce processus assimile ce qui apparaît dorénavant comme des unités de production du savoir aux entreprises capitalistes, afin de susciter une compétition sans merci, préparant, sur un nouveau front, la privatisation de l'enseignement public et de ses ressources financières. Le danger d'une servitude volontaire des travailleurs intellectuels au système capitaliste est omniprésent. Déchaînons-nous tant qu'il est encore temps. Et courage dans la résistance. J'ai dit camarades. Loin de chez nous, la privatisation de l'enseignement, mai 2006.
Tous les mois, la lecture de la presse internationale nous apporte son lot d'informations sur l'abandon progressif de cet extraordinaire outil d'émancipation de l'humanité qu'est l'instruction publique. En septembre 2005, l'hebdomadaire Die Zeit de Hambourg nous apprenait qu'en Allemagne, les entreprises collaborent étroitement avec les écoles publiques. Elles leur offrent des fournitures, forment des professeurs et interviennent dans les cours. Les partenariats comme celui qui lie la société Weber, qui produit des revêtements pour sièges de voitures, et le collège Geistal de Bad Erstfeld, dans l'est de la Hesse, sont particulièrement appréciés. Il en existe probablement plus d'1 millier. À Bad Erstfeld, le programme de physique aborde le contrôle de la qualité, celui de chimie, les aspects économiques et écologiques des revêtements. La société Weber enseigne l'anglais des affaires au cours de langue, et au cours d'art plastique, les élèves conçoivent des modèles de textiles créatifs et innovants pour le fabricant. Je cite ici les termes utilisés. Dans l'est de la Westphalie, un journaliste de la chaîne de télévision WDR a découvert en 2004 que le grand magasin Hagemeyer, qui a signé un accord de partenariat avec un collège de Minden, employait les élèves comme personnel temporaire. Les jeunes ne sont pas rémunérés. Dans tous ces collèges, l'administration se réjouit dès que quelqu'un remplit les caisses de l'école, des écoles ou renouvelle les manuels scolaires. Plus récemment, le journal danois Information a signalé que l'association des parents d'élèves de Copenhague, Skole och Samfund, qui signifie école et communauté, a classé les écoles de la ville en fonction de plusieurs critères. Moyenne des notes obtenues, nombre d'élèves d'origine étrangère, effectif des classes et, chose inédite, proportion de parents recevant une aide financière ou une pré-retraite. Cette tendance à évaluer les écoles et à mettre les informations à la disposition des parents entraîne une catégorisation des écoles dont les conséquences sont prévisibles. Au Japon, enfin, la fracture sociale s'aggrave à l'école. L'État a clairement choisi de favoriser les filières de formation élitistes. Et les familles, démunies, éprouvent de plus en plus de mal à assurer l'éducation de leurs enfants, comme nous l'apprend le quotidien Asahi Shimbun, qui tire à plus de 8 millions d'exemplaires. Dans le cadre de nouvelles politiques de décentralisation, le pays est en train de revoir la répartition des recettes fiscales entre l'État et les collectivités locales, ce qui implique la prise en charge des frais d'éducation par ces dernières. Tout indique l'avènement prochain d'une société où les disparités financières entre les collectivités, mais aussi entre les foyers, aboutiront à des inégalités de connaissances chez les enfants. 2 expressions sont à la mode au Japon pour évoquer la fracture sociale dans ce pays, le camp des gagnants et le camp des perdants. De fait, le mécanisme destiné à permettre un certain niveau d'éducation pour le plus grand nombre d'enfants est en train de disparaître. Toutes ces données pour nous faire réfléchir sur les éventuelles sources d'inspiration des politiques qui risquent d'être menées à l'avenir en communauté française de Belgique. Et certains verront sans doute déjà dans des situations récentes l'actualisation de projets de nos ministres. J'ai dit camarades. Se résigner ou se suicider ou se battre. Septembre 2006. Voilà le dilemme qui hante certains camarades, malgré le vote d'une motion régionale le 2 février, condamnant l'évaluation de la qualité dans les hautes écoles. Dans son film présenté en 1981, La Nuit de Varennes, Ettore Scola montre, au cours de la fuite de Louis XVI, cette hésitation de chaque citoyen entre vénération et indignation dans ses rapports avec le pouvoir. Le conflit n'est pas nouveau, qui exprime, au sein de chacun de nous, l'opposition entre soumission et lutte. Fin août, la chaîne Arte a diffusé l'excellent film de Jean-Michel Moutou,
Violence des échanges en milieu tempéré, qui date de 2003, et qui met en scène Philippe, un jeune consultant chargé de réaliser un audit dans une entreprise qui, inévitablement, devra restructurer et licencier pour satisfaire les actionnaires et être racheté dans de bonnes conditions par un groupe industriel. Après une crise existentielle, le naïf de 25 ans se mue en un jeune loup. Reprenons encore une fois, puisque la situation l'impose, les données du problème. L'évaluation de la qualité, telle qu'elle est prévue dans les hautes écoles en communauté française, se concrétise par la rédaction d'un questionnaire de 2500 rubriques auxquelles devront répondre les enseignants. Ce dernier porte sur l'accueil des étudiants, 125 questions, la satisfaction du personnel, 250 questions, la gestion d'établissements par la direction, la politique de la recherche et les infrastructures. Le dépouillement des réponses sera effectué par des commissions d'experts, encore une série télévisée à la mode, dans le cadre d'audits internes et externes. Certains arguent du fait que nous ne pouvons échapper au processus de Bologne, qui impose la mise en œuvre de telles directives dans l'enseignement supérieur, sans se rendre compte qu'elles cherchent à soumettre la formation des citoyens aux lois du marché. Les publications le démontrant abondent. Les ignorer relève dorénavant de l'aveuglement. Très clairement, les résultats de l'évaluation visent à établir un classement des établissements d'enseignement supérieur des pays de l'Union européenne comparable à celui qui existe outre-Atlantique, afin de susciter une compétition sans merci préparant sur un nouveau front la privation de l'enseignement public et de ses ressources financières. Qui ne se souvient du combat que nous avons mené contre l'application de la directive Bolkestein? Inévitablement, une vague de licenciements s'ensuivra. Sur quelle base? La rentabilité de certaines filières, l'évaluation par les étudiants, le degré de soumission au chef, etc. À quoi serviront encore les COCOBA et les COPALOC, puisque, à la suite d'une enquête scientifique et méthodique menée directement auprès du personnel, des décisions seront prises en conscience. Bien sûr, le questionnaire étant rempli individuellement, les collègues ne pourront pas prendre des positions collectives exprimées en tant que telles. La gestion des établissements se trouvera de facto enfin débarrassant des concertations avec les syndicats. De plus, la procédure suivie n'assurera aucune confidentialité puisque, soi-disant mises sous scellé, les réponses au questionnaire devront être, lors des contrôles par les experts, identifiables et donc nominatives. Faut-il entrer dans ce jeu de massacre? On comprendra, dès lors, le titre de cette contribution, « Se résigner ou se suicider ou se battre ». Dans leur enfance, beaucoup d'entre nous ont lu les albums d'Uderzo et de Goscinny. Mais le petit village d'Astérix, s'il résistait, ne partait pas à la reconquête de la Gaule. En revanche, est-il utopique d'imaginer que notre résistance au diktat de l'économie ultralibérale, matinée de gestion bureaucratique douce, puisse contribuer à ce vaste mouvement de résistance, souvent ignoré chez nous, qui se dessine, sous d'autres formes, en d'autres lieux? Il serait pour le moins paradoxal que les intellectuels soient les derniers à prendre conscience qu'un débat théorique ne prend tout son sens que s'il est suivi d'actes, en l'occurrence le refus d'obtempérer. En arrivera-t-on un jour à l'absurde situation des enseignants de Floride, où les augmentations de salaire des instituteurs et des professeurs vont être calculées en fonction des résultats des tests d'évaluation passés par leurs élèves, disposition approuvée en février par le Conseil de l'éducation et obligatoire dès l'an prochain? Selon ce programme, les écoles doivent distinguer leurs meilleurs professeurs, 10% du corps enseignant, en leur octroyant une augmentation de salaire de 5%. L'attitude des résignés à l'évaluation ne rappelle-t-elle pas ce que stigmatisait autrefois Bossuet lorsqu'il s'écriait « Il feigne de s'affliger des conséquences tout en s'accommodant des causes ». Se résigner ou se suicider ou se battre, on espère avoir démontré que les termes posés dans la première équation appartiennent aux esclaves et que ceux présents dans la seconde sont ceux d'hommes libres, conscients de leur nécessaire union face au processus d'exploitation capitaliste. J'ai dit, camarades,
Le syndrome pavlovien, janvier 2007. L'un des enjeux majeurs de la mondialisation est de faire en sorte que les problèmes à discuter ne progressent pas plus vite que les ressources sémantiques en lieu commun qui permettent de les discuter. On observe déjà un décalage énorme entre le langage utilisé dans les lieux marginalisés du monde et des villes, régions rurales du tiers-monde, mais aussi banlieues des pays industrialisés, et le langage employé dans les instances internationales, où les mots ne représentent plus que les intérêts économiques et financiers de quelques gros acteurs à l'échelle mondiale. Le choix des mots et des concepts est fondamental dans l'histoire humaine. George Orwell l'avait parfaitement compris lorsque, dans sa description du totalitarisme absolu, il montrait comment rendre impossible le crime par la pensée, grâce à l'abolition de l'histoire, au contrôle de la mémoire, individuelle et collective, et à l'imposition d'une langue nouvelle, la novlangue. Avec l'appui de la Banque mondiale, ont été mis en avant des concepts et des mécanismes qui favorisent l'acceptation des plans d'ajustement structurel par les pays pauvres, en leur conférant une apparence de légitimité plus grande. C'est ainsi qu'ont été diffusées des thématiques comme la société civile, la gouvernance, la participation, le tout culminant à partir des années 2000 dans les stratégies de lutte contre la pauvreté. Au sens propre, la gouvernance s'apparente surtout à une administration des choses, jugée correcte par les forces dominantes et non pas à l'idéal du bon gouvernement démocratique. Dans les pays de l'hémisphère nord, tous ces concepts, le terme lui-même fait florès dans le marketing, ont été repris par les partis politiques, y compris en Belgique par la gauche. On les retrouve donc dans les mesures prises par la communauté française. Création de conseils de participation dans les écoles et de synergie dans des bassins scolaires à déterminer, rédaction d'un contrat stratégique pour l'éducation, mise en place de l'évaluation de la qualité dans les hautes écoles et j'en passe. Qui peut douter que cette idéologie aux résonances tantôt gaulliennes, la participation, tantôt militaire, la stratégie, tantôt managériale, les synergies, l'évaluation de la qualité, ce qui revient au même, n'exprime la volonté de la bourgeoisie d'instrumentaliser l'école à ses propres fins. Mais non, nous dit-on. Ces propos renvoient à une vision dogmatique héritée du XIXe siècle. Le monde a changé, il faut s'adapter. Le mot à lâcher, s'adapter. Mais s'adapter à quoi? Sinon au nouvel ordre du monde. En fait, un ordre vieux de 2 siècles que seuls les myopes, qui ne voient que l'écume des jours, identifient à la modernité. Et quoi, nous rétorque-t-on? N'est-il pas temps de surmonter l'opposition obsolète entre capital et travail, le divorce insensé entre monde de l'entreprise et monde de la citoyenneté? Car cette dernière, précisément coupée du monde, n'a-t-elle jamais été autre chose qu'un mythe? De même, pour faire face à la concurrence internationale, les hautes écoles ne doivent-elles pas, pour faire des économies d'échelle et offrir des avantages comparatifs, fusionner donc licencier? Sans rationalisation, sans externalisation, sans concentration du capital et de la décision, pas de survie, pas de salut possible. Par conséquent, face au péril jaune, nous n'aurions d'autre choix que suivre le seul modèle ayant fait ses preuves, celui qui a remporté la guerre des idéologies du XXe siècle et qui s'impose, qu'on le veuille ou non, à tout esprit lucide et pragmatique. Le libéralisme qui défend le marché sans contrainte, qui promeut la rétribution du risque et qui chante les vertus du capitalisme et de la mondialisation. Pourquoi ne pas voir plutôt que le système économique dominant conduit à l'illusion petite bourgeoise de la réussite momentanée, puis à la désespérance et enfin la violence sociale pour s'achever dans la lutte dramatique entre les peuples, l'autodestruction et le néant? Si l'on suit cette logique infernale, l'aventure d'une espèce animale originale, l'humanité, se sera terminée après 3 millions d'années. La novlangue, appelée plus récemment le politiquement correct, aliène l'homme. Au sens premier, elle le rend étranger à lui-même. On sait, depuis longtemps, pour en avoir abusé, que contrôler la langue, c'est contrôler l'opinion. Les Bossuet du Panlu de jadis ont été remplacés par les grands prêtres du 19h sur RTL et du 19h sur TF1, mais aussi, hélas, du 19h30 sur la chaîne publique belge. Jour après jour, et d'une manière beaucoup plus efficace, ces nouveaux clercs distillent le vocabulaire, les règles, les valeurs, les réalités, entre guillemets, d'aujourd'hui, c'est-à-dire la syntaxe sociale imposée par la classe dominante. Seul l'enseignement qu'on assassine,
Seuls des professeurs dont le nom a été tant de fois souillé par des ministres opportunistes donnent ou tentent de donner aux jeunes des outils, que dis-je, des armes pour s'émanciper. Culture et savoir diminuent en tout homme qui les possède la possibilité d'être dupe des mots, d'être crédule aux mensonges. La conscience de la réalité a une valeur explosive. Elle ne peut qu'entraîner à la volonté de la transformer. Face à l'acculturation générale de nos sociétés, Milan Kundera n'écrit-il pas que la lutte de l'homme contre le pouvoir est celle de la mémoire contre l'oubli? Sinon, pour pastisser Serge Gainsbourg, quand on mettra les cons ou rendus tels sur orbite, les peuples n'en finiront pas de tourner. Et les maîtres de la langue se trouveront seuls sur terre, en n'ayant plus personne à manipuler ni à exploiter. J'ai dit, camarades. Travailler plus pour gagner plus. Le syndrome de Stockholm. Février 2008. Jamais les liens entre l'enseignement supérieur, l'industrie et le monde politique n'ont été aussi étroits. Le système de promotion à la Haute École Paul-Henri Spaak favorise des compétences liées à l'intégration des enseignants au marché. Dans les règles de calcul de promotion barémique au sein de l'établissement, on trouve, à côté de l'ancienneté, différents critères qu'il s'agit de dénoncer vigoureusement. Tout d'abord, la vie pédagogique des étudiants. De plus en plus, ces derniers sont considérés comme de véritables clients, qu'il s'agit de recruter lors des inscriptions, mais surtout de séduire, dont le chef d'enseignant peut scrupuler dans les semaines qui précèdent les avis. 2. Le remplacement des collègues pour autant qu'ils viennent en sus des attributions normales. Ce système d'auto-exploitation participe de cette quadratisation du secteur public qui n'est bien sûr qu'un miroir aux alouettes. Le système des 35 heures semaine dans l'enseignement supérieur ne permet pas de réagir légalement face à ce chantage. 3. D'autres éléments ne sont retenus que s'ils ne sont pas repris comme attribution normale justifiant un allègement d'horaire. Donc je cite. Par exemple, l'aide bénévole au secrétariat ou de l'organisation de la publicité de la haute école. Les enseignants sont donc réduits à devenir, lors des salons étudiants, des délégués commerciaux qui doivent participer, aux absurdités, à la concurrence contre d'autres hautes écoles de leur propre réseau. On voit la perversité de l'autonomie des établissements de l'enseignement supérieur, dénoncée en France lors des manifestations contre la loi Pécresse. 4. Les activités externes bénévoles en rapport avec la fonction dans la haute école, ou activités rémunérées si la rémunération revient à la haute école. Je citais. Autrement dit, l'employeur se sucre sur le dos des travailleurs serviles. 5. Une note est également prévue pour l'implication dans des services à la société. Traduisez au service capitaliste, au système capitaliste. L'apport de contrats extérieurs à la haute école. Par conséquent, personne ne sera à l'abri de la mainmise du patronat sur le fonctionnement de la haute école qui passera ainsi sous le contrôle des chiens de garde du capital. Il apparaît clairement que les décisions à la sauce bolognaise ont un but évident. Faire des établissements d'enseignement supérieur des entreprises de recherche et de formation réactives vis-à-vis du marché. Ce qui se dessine en Europe, c'est bien un enseignement supérieur à 2 vitesses, dont le degré de richesse dépendra du niveau de connivence avec le patronat. Ceux et celles dont la légitimité provenait moins de la qualité de leur travail scientifique que du nombre de contrats décrochés par leur laboratoire vont enfin pouvoir exercer un contrôle quasi hégémonique. L'avenir de l'enseignement supérieur réside désormais dans la fourniture d'expertise aux entreprises et aux régions, et la professionnalisation des diplômes permet une légitimation scientifique, entre guillemets, de la domination capitaliste. 6. Les publications. Mais qui jugera? Des collègues, dans certains départements, sont souvent seuls dans leur spécialité. Et l'on sait qu'en Flandre, les établissements d'enseignement supérieur sont contraints de donner la priorité aux formations, les publications sont nombreuses.
La quantité aura-t-elle le pas sur la qualité? Aux États-Unis, c'est le nombre d'occurrences dans un index qui permet de juger de la valeur d'un chercheur. Le système nord-américain s'imposera-t-il définitivement? Il y a tout lieu de le croire. Les temples de l'intelligence que sont les universités sont déjà, en Belgique, de formidables outils de formatage des idées. 7. Être délégué dans un conseil de la haute école. Certains enseignants pourraient donc être tentés de poser leur candidature dans ces conseils afin de gagner davantage sur le plan financier en participant ainsi à la cogestion. Ces règles de calcul de promotion de la Haute École Paul-Henri Spaak ont été décidées à l'unanimité des membres de son conseil d'administration, donc par l'ensemble des représentants syndicaux. Pas un vote de protestation. Or, ces derniers ne sont déjà que 4 sur 27 membres. Minoritaires, ils auraient au moins pu sauver l'honneur des travailleurs, réduits à n'être plus que les esclaves d'un système, d'un système aliénant. Comme dans le privé, le patronat achète les organisations syndicales par leur intégration et par la cogestion. Et que dire de ces personnalités extérieures qui siègent dans les conseils d'administration? La loi Pécresse, en France, a augmenté leur nombre, car ils sont souvent les représentants du patronat, dont la fonction est d'ouvrir les établissements à cette réalité extérieure, justement, qui est celle du capital tout-puissant. On aura compris la logique de ces promotions barémiques. Flatter le portefeuille de la couche supérieure du monde enseignant pour l'intégrer idéologiquement à la classe dominante et la vassaliser. Illusion petite bourgeoise qui ne durera qu'un printemps. Il s'agit surtout de diviser les travailleurs, ce qui rendra les négociations plus difficiles, puisque les salaires seront individualisés et ne dépendront plus de facteurs communs à tous les travailleurs, sans parler des tensions qui, inévitablement, surgiront entre ceux qui auront eu une bonne note et ceux qui ne l'auront pas. D'ailleurs, une directive européenne n'explique-t-elle pas que c'est le mérite plutôt que l'âge qui doit servir de base à la rémunération? Degré de soumission au pouvoir ne conviendrait-il pas mieux que mérite? La sournoiserie du système marchand n'a plus limite. J'ai déjà développé ailleurs les dangers de l'évaluation de la qualité, pour qu'il soit nécessaire d'y revenir longuement. Sinon pour dire qu'elle donne aux travailleurs une illusion de participation pour les bloquer ensuite dans leurs revendications. Le but est clairement de casser l'expression syndicale en amenant les travailleurs sur un terrain choisi et balisé par le patronat. La procédure mise en place présente l'évaluation comme une autogestion, alors qu'il s'agit d'un véritable autoflicage aliénant par définition. À plusieurs reprises, le personnel de l'université de la Sorbonne Nouvelle, Paris, 3 Censier, a refusé unanimement, lors d'assemblée générale, son évaluation. Il serait peut-être temps que les travailleurs prennent chez nous aussi leur destin en main et procèdent systématiquement à l'évaluation de leur direction et de leurs ministres sur base de critères clairs, définis par les travailleurs eux-mêmes, avec publication des résultats à la clé, comme le prévoit le décret sur l'agence de la qualité mis au point par la ministre Simonet. Reste enfin le serpent de mer, les fusions. Dans la capitale de la France, l'an dernier, les personnels des universités de Paris 3, Censier, et de Paris 4, Sorbonne, se sont mobilisés contre le projet de fusion de leur établissement, car 40% d'entre eux sont précaires, professeurs, administratifs et ouvriers. Ce projet préfigure la privatisation des universités de demain par le dégraissage, favorisant ainsi des économies d'échelle sur le dos des travailleurs. Existe-t-il encore une différence entre la logique du secteur privé et du secteur public? Apparemment aucune. Sans doute verrons-nous bientôt le nouveau régime de bonus salarial, d'avantage non récurrent, qui permet dorénavant aux employeurs belges d'octroyer à tout ou partie de leur personnel une prime liée à l'obtention de résultats collectifs préalablement fixés. Ce qui est sûr, c'est que des fusions de haute école ont bien lieu en ce moment, comme en témoigne la lecture du Moniteur. Création de la haute école de la province de Liège, fusion de Rennes-Quint-Sualem avec Troclay et Vézal, et de la Haute École de Namur, fusion de l'ENAC et de l'IESN. Inconscient de la catastrophe, certains camarades, comme en 14, partent, la fleur au fusil. Dans le cadre de la cogestion et de la concurrence entre établissements scolaires et académiques, contre de faux ennemis, prêts à tomber au champ d'honneur, prêts à la boucherie. Nul n'est prophète en son pays.
Alors jouez à Cassandre ou à Jérémie. Puisse l'armée de l'ombre disperser la nuée de corbeaux qui planent dans le sombre ciel. J'ai dit, camarades. OPA sur l'ULB, de l'ULB sur l'enseignement supérieur de la capitale. Avril 2008. Le 11 février 2008, les établissements d'enseignement supérieur, qui sont membres du pôle universitaire européen de Bruxelles-Wallonie, entre autres les hautes écoles non confessionnelles de la capitale, ont reçu une note de réflexion sur la stratégie des rapprochements et collaborations au sein de ce même pôle. Ce document du LB dénonce, dans un premier temps, la situation présente qui est, de son point de vue, inopérante. Complexité des structures, sous-utilisation des ressources, cloisonnement des disciplines et fragilité des finances des différents établissements du fait même du lien confédéral très large qui les unit actuellement. Dans un second temps, sont exposés les avantages qui résulteraient d'un lien fédéral cette fois. Accroissement de l'offre de services, lisibilité de celle-là par les étudiants et fourniture d'expertise. Cette grande université, grâce à sa crédibilité enfin évidente, permettrait, je cite, d'augmenter notre efficacité en ingénierie de recherche de sources de financement, en montage de projets, en prospection diverses et lobbying. Fin de citation, étant entendu que son mode de fonctionnement devrait reposer sur l'autonomie, la responsabilité et la compétitivité. Le rapprochement des partenaires du pôle apparaît donc comme naturel, sous la bannière de l'ULB. Enfin, les conditions de travail seraient améliorées. On l'aura compris. Solid partners, flexible solutions, big is beautiful. La propagande grossière de l'université libre nous renvoie malheureusement à une réalité tout autre. Il ne s'agit de rien moins qu'une véritable offre publique d'achat sur l'enseignement supérieur de la capitale qui devrait être réalisée au plus tard pour la rentrée académique de septembre 2016. Derrière une rhétorique progressiste où sont présentes à la fois la pression politique, le chantage, le mensonge et où domine un marketing nauséabond et la pensée unique, le comble pour une université anticléricale, se cachent de sombres projets. La mise en place d'un supermarché de l'enseignement supérieur dans le Grand Bruxelles, l'acceptation de ranking international et la participation à la guerre des cerveaux, la création de chaires sponsorisées par le secteur privé, c'est déjà le cas entre autres pour RTL TVI, l'externalisation de nombreux services, le dégraissage des effectifs, l'installation de sous-statuts et la suppression de bachelors professionnalisants qui font double emploi avec les filières plus nobles et plus rentables conduisant au masters et au doctorat. Bref, darwinisme social dans toute son horreur. Se profile devant nous, au choix, Métropolis, 1984 ou le meilleur des mondes. Autrement dit, le formatage à l'état brut. La création d'une puissante entreprise satellisant des succursales bas de gamme et la centralisation corrélative des décisions loin du terrain, c'est-à-dire du personnel considéré comme un paramètre négligeable. Lorsque seront ainsi renforcés des liens qui unissent l'université, le marché et les décideurs politiques, assistera-t-on à la naissance d'un nouveau Léviathan ? Bien sûr, il ne s'agit pas de s'opposer à des accords de collaboration entre établissements d'enseignement supérieur sur des bases corporatives. Mais bien sûr, avant tout, de rejeter une fusion qui s'inscrit dans une inhumaine logique de marché et surtout de refuser de souscrire au nouvel ordre mondial de l'éducation et de la recherche qui s'installe. La marchandisation de l'enseignement n'est pas une fatalité. Ce sont les hommes qui font l'histoire. Battons-nous pour une autre société. Croyons à l'humanisme au sens fort du terme. J'ai dit, camarades. Troisième et dernière partie, entretien militant. J'ai interrogé Bar Kim Young-gur, historien de l'art grec et romain,
et détenus politiques, cellule 205, section spéciale de la prison de Nivelles, dans le Brabant wallon, les 26 et 28 mars 2007. Il est resté dans cette prison jusqu'au 19 avril 2007. Même dans les ténèbres, la lumière brille. La plus sombre des prisons n'empêchera jamais d'exercer ce que nous possédons en propre, nous, êtres humains, la capacité de penser le monde et la volonté de le transformer. Tant sur le fond que sur la forme, le caractère injuste du procès de Barki Mungur est contraire à l'exercice des libertés fondamentales était souvent dénoncé. En revanche, le contexte dans lequel s'inscrivent son combat et celui de ses camarades incarcérés était ignoré du grand public. Je l'ai donc interrogé. Voici donc les questions que je lui ai posées et les réponses qu'il m'a données. Bar, pourrais-tu éclairer le contexte dans lequel s'inscrivent ton combat et celui de tes camarades? Réponse. Comprendre la Turquie d'aujourd'hui nécessite de faire un bond de 60 ans dans l'histoire. C'est que, depuis l'après-guerre, la Turquie vit dans le giron états-unien. Elle est devenue une république en 1923 et jusqu'en 1945 a vécu sous un régime certes autoritaire, mais qui, sous la direction de Mustafa Kemal Atatürk, montrait une certaine indépendance face aux puissances coloniales. Avant la lettre, la Turquie est un pays non aligné. Le kémalisme n'a pas survécu longtemps à son fondateur, puisqu'il est mort en 1938 et que dès 1945, les États-Unis se sont implantés dans le pays en profitant du plan Marshall. Mais pour asseoir son autorité de manière définitive, Washington a eu recours à la force à deux reprises, le 12 mars 1971 et le 12 septembre 1980, pour contrer la menace communiste. Question. Pourquoi à ces dates-là? Il est vrai que le mouvement syndical était très dynamique. À partir de mai 1960, la libéralisation de l'économie a entraîné une industrialisation et un appauvrissement effréné de la population, ce qui a nourri la contestation sur le plan syndical. En 1967, on a vu la création de la Confédération révolutionnaire des syndicats ouvriers, DISK, qui rompait avec le syndicalisme de concertation basé sur le modèle américain, de la Confédération turque des travailleurs, Turk-İş. En 1965, le Parti ouvrier de Turquie, TİP, gagne plusieurs sièges au Parlement. C'est la première fois qu'un parti prônant le socialisme occupe un tel terrain sur la scène politique. Ce parti fonde une fédération des clubs de réflexion, FKF, dans les universités, et c'est du grand débat réforme ou révolution que naîtra le mouvement à l'origine du parti et Front révolutionnaire de libération du peuple, DHKPC. Le mouvement syndical est indissociable du mouvement révolutionnaire. D'ailleurs, les phases d'ascension et de récession de ces deux mouvements sont synchroniques. Cette nouvelle génération va permettre de développer un combat syndical sur le terrain de la lutte des classes. Lorsque les syndicats seront dissous dans les années 1980, ce sont les révolutionnaires qui vont recréer des confédérations syndicales dans les secteurs de la santé, de l'éducation, des services municipaux. Celles-ci ne seront reconnues qu'au milieu des années 90. Jusqu'à aujourd'hui, les secteurs clés de l'économie turque, armement et sidérurgie, restent à la merci des syndicats de droite, voire fascistes, comme Turk Metal. Récemment, Turk Metal a appelé ses affiliés à mener une campagne de cotisation en faveur de l'armée, et il y a un mois, son secrétaire général a déclaré que, pour la nation, les travailleurs devaient travailler gratuitement suite à l'annonce du programme de flexibilité imposé par le FMI. Question. L'éducation constitue l'un des piliers essentiels des sociétés humaines. Le pouvoir cherche donc à contrôler ceux qui transmettent le pouvoir et qui forment les jeunes. Qu'en est-il en Turquie? Réponse. Parlons donc plus précisément de tes collègues et camarades turcs. Actuellement, dans le secteur de l'éducation, 150 000 enseignants exercent leur métier sans statut, ce qui a d'ailleurs provoqué des suicides ces dernières semaines. Le gouvernement actuel tente d'introduire un examen de carrière afin de créer une concurrence entre les professeurs.
Pour le citer, le syndicat enseignement, Egitim Sen, subit l'ire du pouvoir parce qu'il défend le droit à l'enseignement de chacun dans sa langue maternelle. Cette position lui a valu d'être interdit. Au début de mars, sa centrale à Istanbul a été incendiée par une organisation paramilitaire à la solde du pouvoir. Question. J'imagine que cette attitude face au syndicalisme dans un régime autoritaire est générale. Réponse. Dans les années 80 et 90, de nombreux syndicalistes ont été assassinés, enlevés, nombre d'entre eux ont succombé à leurs blessures suite à leur détention. Ces dernières années, la répression militaire a perdu en intensité. Pour autant, elle n'a pas cessé. De nombreuses purges sont organisées à l'intérieur même du syndicat contre les révolutionnaires. L'affiliation à un syndicat coûte le licenciement dans la plupart des secteurs des entreprises privées. Et dans le secteur public, existe encore la pratique moyenâgeuse du bannissement et de l'exil intérieur. Question. Comment la société dite civile réagit-elle aux atteintes aux droits de l'homme? Réponse. La Turquie est un pays de paradoxes. Des professions libérales comme l'ingénierie, la médecine et les architectes sont organisées dans des corporations résolument à gauche. L'Ordre turc des médecins, TTB, qui compte 73 500 affiliés sur 103 000 praticiens, a régulièrement fait pression sur les autorités pour que cessent les tortures visant les prisonniers politiques. Tant l'Ordre des médecins que la Chambre des ingénieurs et des architectes de Turquie, TMMOB, ont joué pendant les 7 années de grève de la faim des membres du DHKPC le rôle de médiateur entre les détenus et le gouvernement. Question. Dans les médias belges officiels, le DHKPC est présenté comme une organisation terroriste. Pourrais-tu nous présenter ce mouvement? Réponse. Le DHKPC est méconnu du grand public. D'aucuns pensent qu'il s'agit d'une organisation strictement armée, alors que son activité militaire est marginale quand on la compare à ses innombrables activités sociales et politiques. Le DHKPC, ce sont essentiellement des comités populaires dans les quartiers déshérités situés en périphérie des métropoles comme Istanbul, Izmir, Ankara et Adana. La presse turque parle régulièrement de campagnes contre la criminalité et la prostitution menées par les membres et les sympathisants du DHKPC. C'est une organisation qui compte plus de 300 détenus politiques. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le DHKPC transmet son message surtout par la poésie et la chanson. De nombreuses associations culturelles se situent dans sa mouvance. Le DHKPC est certes une organisation marxiste, mais s'apparente davantage au mouvement de libération tiers-mondiste, comme on en connaît beaucoup en Amérique latine. Cette organisation tient compte également de la diversité ethnique et religieuse de l'Anatolie, notamment en combattant le nationalisme et en promouvant la fraternité entre Turcs, Kurdes, Lazes, Tcherkèses, Géorgiens, Arméniens, Arabes, Roms et Assyro-Chaldéens. Réponse. Je te remercie. Mon maître Michel Foucault aurait trouvé une parfaite illustration de ces thèses dans ton incarcération. Ce texte a été publié dans le Journal du Mardi le 6 novembre 2007. Non à la criminalisation des mouvements sociaux. La nuit, tous les chats sont rouges. Interview de Thierry Delforge, publié dans l'Ouvre-boîte en novembre 2007. Camarades, le tribunal correctionnel de Bruxelles t'a condamné en mars dernier à une peine de prison d'1 an, dont 6 mois fermes, pour des faits remontant à la nuit du 21 janvier 2006. À cette date, tu as été interpellé et arrêté pour avoir participé à l'inscription du mot d'ordre « Libérer tous les dockers » sur le mur d'un entrepôt de la ville de Bruxelles. Pourrais-tu expliquer les motifs de ton action? Réponse. Les dockers et les travailleurs de toute l'Europe se mobilisent depuis des années contre la directive Bolkestein pour la défense de leur emploi et la sécurité au travail. On voulait remplacer les dockers par des marins embarqués, sous-payés et doublement exploités pour les travaux de charge et décharge dans les ports. Ces directives visaient uniquement à augmenter encore les profits des grands armateurs, sans même fournir un bénéfice quelconque pour les travailleurs non européens embarqués avec lesquels les dockers déclaraient d'ailleurs leur solidarité. Les dockers d'Europe avaient déjà obtenu une première victoire,
quand le Parlement européen a rejeté en 2003 un projet d'ouverture à la concurrence des services portuaires. Un nouveau projet, la seconde mouture dramatique de la directive portuaire, selon la Lloyd, a été présenté au Parlement européen et a été rejeté le 18 janvier 2006. Des 1000 dockers étaient venus à Strasbourg de tous les ports de l'Europe pour protester 2 jours plus tôt contre cette directive et ont donc obtenu, encore une fois, gain de cause. Cependant, lors de cette manifestation, des dockers belges, espagnols et un Français étaient condamnés à des peines de prison ferme. Question. À tes yeux, la partialité des policiers qui t'ont interpellé est évidente. Pour quelle raison? En effet, ont été saisis, dans ma voiture, des objets sans rapport avec le tapage, à savoir un bidon d'essence, les mémoires de Molotov, extraits, mis en œuvre par Hélène Carrère d'Ancos, des allumettes et un petit drapeau palestinien. Un mélange explosif aux yeux des forces de l'ordre. Les nombreux effectifs policiers, 6 ou 7 agents civils et en uniforme, ayant procédé à mon interpellation, ont clairement exprimé leur satisfaction d'avoir mis la main sur un gauchiste, selon leurs propres termes. Un tapage peut être considéré comme une incivilité passible d'une amende administrative, soit, selon le code pénal, articles 510 à 520, comme un moyen de détruire, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, un édifice, pont, digue, chaussée, chemin de fer, écluse, magasin, chantier, hangar, navire, bateau, aéronef, ouvrage d'art, construction, appartenant à autrui. Question. À la lecture du jugement, je constate qu'il y a un élément connexe aggravant. On y trouve le délit, je cite, d'avoir fabriqué, réparé, exposé en vente, vendu, distribué, importé, transporté, tenu en dépôt ou été porteur, fin de citation, de 2 machettes, en français des sabres d'abattis, armes réputées prohibées qui se trouvaient dans ma voiture, outils dont je me sers régulièrement en Ardennes. On observera le zèle déverbalisant dans la recherche, entre guillemets, de la vérité, zèle confirmé par le jugement. Cet entretien a été réalisé le 4 novembre 2007.